S'il y a bien une chose que Toriyama aura su glorifier et qui représente toute la symbolique de sa liberté artistique, c'est bien évidemment le concept de la fusion. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? L'union de deux êtres pour former un nouveau guerrier que l'on peut soit considérer comme un personnage à part entière, soit comme une simple amplification et extension des héros que nous admirons. Et la question du coup qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce concept de fusion était une bonne idée? Je n'ai pas envie de jouer aux devinettes! Aurait-on pu le qualifier de réel aboutissement sur des techniques de combat qui devaient se renouveler pour un nouvel arc? Ou alors est-elle le fruit de la simple facilité scénaristique? Inutile d'avoir l'air surpris. C'est ce à quoi nous essaierons de répondre dans cette vidéo en revenant sur les fondamentaux de cette pratique. De sa première apparition dans les mangas jusqu'aux différentes formes où elle se caractérise. Et nous reviendrons bien évidemment sur l'élément déclencheur qui aura poussé Akira Toriyama à proposer cette technique dans son manga. Tu veux peut-être que je t'envoie une invitation recommandée? Et nous reviendrons bien évidemment sur l'élément déclencheur qui aura poussé Toriyama à développer ce concept dans son manga et qui aura su largement le populariser. Décidément, ta cervelle est plus vide qu'un ballon, tu me fais pitié. Je pense que pour commencer cette vidéo, il est important de préciser que ce n'est pas directement Akira Toriyama qui aura inventé le concept de la fusion, mais un de ses assistants, Masakazu Katsura. Partant d'une simple question à l'époque. Le créateur de Dragon Ball ne savait pas comment rendre Goku plus puissant après la transformation en Super Saiyan et surpasser le nouvel antagoniste de la saga Majin Buu. Et une simple plaisanterie déclenchera tout le reste comme le raconte Toriyama. J'ai juste voulu faire une blague. Si je me souviens bien, je parlais de comment, en tant que concept, on pouvait faire plus fort qu'un Super Saiyan. Et Katsura-kun, avec qui je fais normalement des plaisanteries et dit des bêtises, a dit alors « il ne reste plus qu'à fusionner ». J'ai alors répondu « waouh, pour une fois, tu dis quelque chose d'intelligent. C'est la première fois que tu es utile ». Et c'est ainsi que la fusion est née. Parce que concrètement, c'est bien la fusion métamorphe qui lancera le concept dans Dragon Ball. Si on se base du point de vue de la physique, le terme fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide. Sûrement la façon la plus efficace de mélanger deux corps. On peut aussi utiliser le terme de fusion pour l'association de deux entreprises, l'idée restant toujours de faire de deux corps différents une seule et unique entité. Mais avant de rentrer dans les détails de ces techniques de la fusion, revenons un petit peu sur ce que j'appellerais les prémices de la fusion dans Dragon Ball, car effectivement, ce sera la race des Namek qui lancera pour la première fois dans le manga ce type de transformation. Car c'est Piccolo qui ouvrira le bal sur cette technique, lorsqu'il se rend sur la planète Namek et qu'il fera la connaissance de Nail, mourant au milieu de son village après avoir rencontré les hommes de Freezer. Nail va déceler en Piccolo une grosse aptitude au combat et lui proposera de lui offrir sa force et ses aptitudes en fusionnant avec lui. Mais d'une certaine manière, cette fusion n'en est pas tout à fait une. Je vous explique pourquoi. Après la fusion, Piccolo va totalement conserver sa personnalité et son design initial. Car même si Nail offre sa force et fusionne son corps, son âme et son esprit s'évaporeront totalement. Les deux esprits ne se mêlent pas et Piccolo n'adopte pas la personnalité ou les souvenirs de Nail. Plus tard, Piccolo fusionnera également avec Kami-sama, mais pour ce coup-ci, on est également sur un concept un peu différent. Étant donné que le père de Piccolo et Kami-sama étaient initialement une seule et unique personne. Donc finalement, quand on y réfléchit, le vrai personnage qui s'approchera de la technique de la fusion dans Dragon Ball, c'est finalement Cell avec l'absorption de C17 et C18 dans sa quête du corps parfait. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. Mais bien sûr, cette fois-ci, la notion de fusion est encore à nuancer. Car il est clair que les consciences de C17 et C18 vont totalement disparaître à l'absorption, mais notons toutefois l'évolution physique de Cell lors de l'absorption des cyborgs qui démontre parfaitement l'association de deux êtres différents. Enfin trois, vous m'avez compris. Puisque ton cerveau a l'air d'être un peu rouillé, je vais essayer de t'expliquer la situation comme si tu avais 6 ans. Si on prend en compte tous les éléments qu'on se dit depuis le début de la vidéo, concrètement, la fusion, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est la technique de la fusion métamorphe qui va y répondre en premier. On m'a appris ce procédé quand j'étais dans l'autre monde. Ça te permet de décupler tes forces. Malgré tout, la fusion métamorphe soulève encore beaucoup d'énigmes étant donné que les initiateurs de cette pratique n'ont jamais été vus dans l'univers Dragon Ball. Seul un représentant de cette espèce est mentionné par Goku pour lui avoir appris cette fameuse technique dans l'autre monde.
Il décidera à son tour d'enseigner la technique à Trunks et à Goten et la pratiquera par la suite dans l'OAV La Fusion, puis dans le canon de Dragon Ball avec le film Dragon Ball Super Broly. Alors dit comme ça, la fusion métamorphe peut sembler impressionnante, mais elle va révéler une technique bien particulière pour pouvoir y accéder. Je te préviens, je ne suis pas une ballerine! Pour t'aider, imagine qu'il y a un miroir entre nous et que je suis ton reflet. On essaye? Toriyama regardait la télévision et se disait qu'il voulait faire des pauses. Et encore plus précisément, il a décidé de faire tous ces mouvements très compliqués juste pour faire du contraste avec une technique qui allait créer un guerrier surpuissant. Apportant beaucoup d'humour dans un contexte scénaristique avec beaucoup d'enjeux, mais Toriyama cherchait principalement à imposer sa liberté artistique, étant donné qu'à la base, il voulait arrêter son œuvre avec l'arc-Cell. Mais comme on lui avait réclamé un nouvel arc, il se servait d'une certaine manière de l'humour pour imposer sa liberté et démontrer qu'il avait un total contrôle sur son œuvre. Vraiment? Car la technique métamorphe demande une certaine dextérité. Et si les deux combattants doivent devenir un seul être, ils doivent alors se synchroniser, et quoi de mieux pour se synchroniser avec quelqu'un que de réaliser une véritable chorégraphie avec des mouvements similaires. C'est là toute la difficulté, nos gestes doivent être parfaitement synchrones sous peine de tout faire échouer. Toriyama avait d'ailleurs déclaré « Techniquement, la fusion pourrait prendre effet seulement en prenant la pause finale si les deux personnes sont déjà synchronisées, et que leur esprit est concentré. Les pauses serait zappé et il ne suffirait que de faire la pause finale pour que la fusion prenne effet. Ce serait moins drôle, mais un gain de temps en combat. Et c'est dans le Dragon Ball Full Color Volume 4 qu'il ajoutera « Il est possible pour plusieurs personnes de fusionner, tant que tout se passe bien. Mais puisqu'il est très compliqué d'obtenir cette balance, ce serait un travail encore plus colossal pour deux personnes totalement différentes. » C'est d'ailleurs pour ça que, toujours sur le ton de l'humour, Toriyama créera des conséquences si la chorégraphie est ratée. En l'occurrence, créer un guerrier qui n'a rien à voir avec un être surpuissant. On a décidé de te donner une bonne leçon! Par contre, une fois réussi, le fruit de la transformation offre un être multipliant les capacités des deux guerriers entre elles, décuplant un mélange parfait des deux consciences, offrant presque un personnage à part entière avec sa propre pensée, que Toriyama illustrera parfaitement en quelques mots avec la version OAV de Gogeta. Tu ne me connais pas, je ne suis ni Son Goku ni Vegeta, mais je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Mais si la fusion est devenue si emblématique dans Dragon Ball, c'est bien évidemment grâce à l'iconisation de Gotenks, la fusion entre Goten et Trunks. Un personnage marquant par son arrogance, sa détermination et surtout par sa capacité à atteindre le SSJ3 que seul Goku avait réussi à maîtriser dans l'au-delà. Alors, le verdict? Et même si cette transformation semble incroyable, elle pose tout de même un gros problème, c'est sa durabilité. En effet, la fusion entre deux guerriers ne peut dépasser les 30 minutes. Même si 30 minutes dans Dragon Ball, c'est l'équivalent d'une année sabbatique. Votre orgueil vous perdra. De plus, si le guerrier utilise trop d'énergie, il réduit considérablement le temps de la fusion. Je peux pas rester comme ça très longtemps, ça use mon énergie. Et un autre élément qui garde beaucoup de mystère autour de la fusion métamorphe, c'est évidemment la tenue dont est affublé le guerrier. On sait qu'au travers de Gogeta et Gotenks, la tenue semble être la même pour chaque fusion. Un gilet affublé d'épaulettes jaunes dans le canon avec un pantalon blanc. Mais du coup, pourquoi c'est cette tenue qui est sélectionnée? L'hypothèse la plus probable serait que la tenue représente la culture métamorphe, sans pour autant pouvoir affirmer que cette espèce a pu définir la tenue que porterait le guerrier résultant d'une fusion. Nous avons également une deuxième hypothèse qui voudrait que ces vêtements soient le simple fruit du hasard. Parce qu'elle trouvait cette couleur absolument abominable. Car même si Goku apprend effectivement cette technique avec un métamorphe, elle pourrait très bien être le fruit d'une autre espèce qui l'aurait enseigné au métamorphe. Mais à ce jour, aucun élément de réponse ne peut confirmer ou écarter ces hypothèses. Et toi, bien sûr, t'attends la dernière minute pour me prévenir! Et à mon sens, l'écriture de la fusion métamorphe tient plutôt la route, car Toriyama a su mettre en place les fusibles qui fassent de cette technique quelque chose de pas trop accessible et très difficile à pratiquer. Il savait que scénaristiquement parlant, simplifier la méthode de la fusion, c'était prendre le risque d'en faire une réponse systématique face à un nouvel ennemi. Et pourtant, Toriyama va réussir à simplifier très largement cette technique en la rendant accessible avec un bijou,
la Potara. Bon alors quand je vous dis simplifier, il faut bien sûr nuancer, car il faut pouvoir se procurer ces fameuses boucles d'oreilles appelées les Potara qui sont initialement la propriété des Kaioshin, les dieux des dieux dans l'univers Dragon Ball. Cependant, une fois en possession de ces fameuses boucles d'oreilles, la technique de la fusion va être simplifiée à son paroxysme. Elle va même être tellement simple que certains fusionneront par inadvertance. Tel que nous le présente le doyen des Kaioshin, il suffit que chaque individu porte la boucle d'oreille, l'un du côté gauche, l'autre du côté droit, pour que la fusion opère. Et au-delà des spécificités de puissance multipliées qui semblent similaires à la fusion métamorphe, la fusion Potara est présentée comme définitive dans Dragon Ball, et n'est plus soumise aux conditions réducteurs du temps. Je ne t'ai pas encore tout dit. Ces boucles ont un inconvénient et il est de taille. Avec ce système, les effets de la fusion sont permanents. Je suis désolé. Quoi? C'est une plaisanterie? Kaioshin et Kibito en seront d'ailleurs les victimes, opérant une démonstration sans savoir qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Et d'un point de vue scénaristique, on pourrait vraiment se demander ce qui est passé dans la tête de Toriyama lorsqu'il a inventé les Potara, parce que concrètement, il tombe dans le piège qu'il avait redouté depuis le début de l'élaboration de la fusion, c'est-à-dire la facilité scénaristique. Au début, je me demandais ce que ça allait donner. Mais très honnêtement, quand on prend un peu de recul, qu'on prend le temps d'analyser cette fameuse technique de fusion, est-ce que d'une certaine manière, en réalité, elle ne serait pas beaucoup plus difficile que la fusion métamorphe? Je m'explique. Fais pas ta tête de mule. Ferme-la! Autant sur l'aspect technique, il est effectivement bien plus simple de mettre des boucles d'oreilles plutôt que de pratiquer une chorégraphie à la symétrie près. Prenons en compte également les critères de force, les critères de taille et les critères de race qui ne permettent pas de choisir n'importe qui lorsqu'on veut fusionner. Et là où les Potara vont apporter une énorme difficulté, c'est que le choix de l'hôte avec lequel on doit fusionner est une immense responsabilité. D'ailleurs, Goku va être confronté à cette responsabilité lorsque Gohan se fera absorber par Boo et qu'il doit trouver un autre guerrier pour fusionner avec lui et s'assurer de surpasser en puissance Gohan. Car je vous le rappelle, à ce moment-là dans le lore Dragon Ball, lorsque deux personnes fusionnent avec les Potara, la fusion est définitive. Il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est en ça que la fusion de la Potara est extrêmement plus compliquée que la fusion métamorphe, qui fait que si on se trompe de guerrier, on a une demi-heure pour pouvoir se séparer. Mais la Potara demande une responsabilité beaucoup plus importante car il n'y a aucun retour en arrière. En tout cas à ce moment-là de l'histoire. Encore un mot de ta part et tu peux dire adieu à ta fusion! Ce qui explique en partie pourquoi Goku et Vegeta décideront de ne plus fusionner face à Kid Buu. Ils avaient compris que la fusion Potara avec son aspect définitif était un prix trop cher à payer pour être utilisé contre leurs ennemis, et qu'ils devaient puiser dans de nouvelles ressources pour devenir plus puissants. Donc oui, à ce moment-là de l'histoire, la Potara était la fusion la plus difficile à faire par rapport à la métamorphe, jusqu'à ce que Dragon Ball Super arrive et impose de nouvelles règles. Quand je vous jure, une heure à me le coltiner. Car toute responsabilité autour de cette fusion sera totalement désamorcée dans Dragon Ball Super lorsqu'une nouvelle règle sera mise en place et supprimera totalement l'aspect définitif de la fusion. En effet, les Kaioshin vont finalement nous révéler que la fusion Potara ne dure qu'une heure pour les êtres humains, mais que c'est uniquement pour les Kaioshin qu'elle est définitive. On m'avait dit qu'elle ne pouvait pas se défaire. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? L'effet est limité dans le temps pour ceux qui ne sont pas des dieux Kaio. La fusion ne dure qu'une heure environ. Dragon Ball Super va amener cette nouvelle règle pour pouvoir justifier du retour de Végétaux sans prendre le risque de perdre Goku et Vegeta. Mais alors à quel prix? Parce que d'un côté, cette nouvelle règle explique pourquoi Goku et Vegeta ont réussi à défusionner lorsqu'ils sont entrés dans le corps de Buu, mais d'un autre côté, comme je vous le disais, elle désamorce totalement la partie responsabilité de cette technique. Et je trouve extrêmement dommage que le fan service ne soit pas au service d'une narration plus poussée avec beaucoup plus d'enjeux et de garder ces notions de responsabilité qui infantilisent beaucoup trop le personnage de Goku en l'occurrence. Alors dans ce cas, on a une heure pour lui régler son compte. Cette nouvelle règle autour des Potara est à mon sens une des plus mauvaises idées qu'a pris Dragon Ball Super. Car la fusion Potara, sans aucune conséquence, ne devient plus qu'une simple facilité scénaristique.
Et encore une fois, bien sûr que c'est génial de voir Végéto en Super Saiyajin Blue, mais à quel prix? Faut pas m'en vouloir! J'ai vu une ouverture et j'en ai profité! Notons également que la fusion Potala propose également une fusion sur la tenue des deux protagonistes, offrant un nouveau car design à chaque transformation avec un mélange visuel plus fascinant que les vêtements de la Métamore. J'aimerais également qu'on mentionne un autre style de fusion dans Dragon Ball qui n'en est pas tout à fait une, mais qui se rapproche quand même beaucoup. L'absorption de Majin Buu, qui est à différencier de l'absorption de celle que nous avons évoquée plus tôt. Bien, juste un peu alors. Mais je vous explique tout de suite pourquoi, à mon sens, elle se rapproche d'une fusion. Car lorsque Buu absorbe quelqu'un, il assimile un être à part entière et a la possibilité de s'approprier sa force, ses techniques de combat, mais également l'acuité intellectuelle de la victime. Comme on l'a vu avec Piccolo. Mais à la nuance de la fusion, seul Buu profite de ses améliorations, les consciences absorbées étant enfermées dans des cocons à l'intérieur du corps de Buu. Mais il faut préciser tout de même que si l'autre possède une force spirituelle suffisamment importante, il aura tout de même la capacité d'influencer le comportement de Buu. Nous avons pu le constater avec le Dai Kaioshin qui, une fois absorbé, assagira l'entité maléfique pour le rendre moins dangereux et donner la forme de Buu dans laquelle nous ferons sa connaissance dans le manga. Cette version de Buu, assagie par son amitié avec Monsieur Satan, rejoindra plus tard la Team Z, et d'ailleurs, c'est dans Dragon Ball GT qu'il fusionnera avec la réincarnation de Kid Buu, Oob. Mais encore une fois, la fusion entre Buu et Oob se rapprocherait plus de la fusion entre Piccolo et Nail, étant donné que Oob garde la conscience totale, récupérant les pouvoirs de Buu. Tant mieux. Merci, grâce à toi, je me sens plus fort. Une chose est sûre, la fusion aura été le véritable pari fou de Toriyama, partant d'une simple blague pour devenir une des techniques les plus complexes, mais surtout la plus mystérieuse de la licence. Mais par sa maîtrise de l'écriture, Toriyama aura su encadrer comme il fallait cette fameuse technique. Et aura permis de voir naître des guerriers absolument incroyables, tout autant emblématiques que les héros principaux de Dragon Ball. Il est seulement dommage que certaines règles de la fusion aient été écartées en cours de route pour offrir une facilité scénaristique et surtout privilégier le fanservice. Et personnellement, je dois dire que j'ai un affect particulier avec la technique de la fusion car c'est pendant l'arc Buu que j'ai découvert Dragon Ball étant enfant. Et j'ai toujours été très attaché par le personnage de Gotenks qui reste à ce jour mon personnage préféré de la licence. Et c'est avec tous ces éléments-là que je peux vous dire oui, la fusion dans Dragon Ball était une excellente idée. Tu veux un mouchoir peut-être? Désolé, je n'en ai pas sur moi. Et nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout me dire vous quelle est votre fusion préférée. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est présent en description, mais vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. Et enfin, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis.